Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui en pleine nature avec un grand soleil qui j'espère va tenir tout le long de la vidéo. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo dans la série de plusieurs vidéos que je vous propose dans le cadre de ma préparation pour des randonnées en itinérance. Et donc comme je suis en train de me préparer, j'ai décidé d'aborder plusieurs sujets de cette préparation. Donc il y a eu une première vidéo qui est donc disponible sur ma chaîne YouTube dès maintenant sur le sujet de l'alimentation en randonnée, en itinérance et en bivouac sur donc plusieurs jours. Et aujourd'hui, on s'attaque au sujet de l'électricité, donc l'autonomie en électricité lorsqu'on est en randonnée, en itinérance. Dans cette vidéo, je vais répondre à certaines questions comme comment recharger ses appareils électriques lorsqu'on est en chemin, en randonnée, en itinérance et en bivouac, quel assemblage faire, quel matériel choisir pour que à la fois ce soit facile d'utilisation, pratique et surtout efficace, mais tout en étant assez léger et assez compact pour rentrer dans le sac à dos. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise quand même que c'est un vaste sujet. Je vais essayer que ce soit une vidéo quand même assez claire et concise, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet de l'électricité pour vraiment comprendre en fait le matériel qu'on utilise et comment ça fonctionne quand on fait des assemblages de matériel pour être autonome en électricité. Je m'appuie donc sur mes petites bases de connaissances, je ne suis pas du tout experte en la matière, hein, bien au contraire. Je vais essayer plutôt d'apporter des choses vraiment plutôt sur la pratique pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et quel assemblage faire et pour que ce soit le plus optimal possible. Et l'autre chose, c'est que je m'appuie évidemment sur ma pratique de la randonnée, mon expérience et mes besoins surtout en termes d'autonomie électrique. Donc je vous encourage vivement à adapter tout ce que je vais dire dans cette vidéo pour vos besoins, à faire les calculs pour vous et choisir en conséquence donc votre matériel adapté à votre pratique. Cette vidéo va être séquencée en plusieurs chapitres et je vous mettrai donc les chapitres pour pouvoir aller plus facilement de l'un à l'autre selon les sujets qui vous intéressent. Dans un tout premier temps, on va commencer avec le fait de définir ses besoins en termes d'électricité. Donc quels sont les appareils électroniques que vous allez emmener avec vous au cours de votre randonnée. Donc ça va être nécessaire pour pouvoir vous équiper en conséquence ensuite pour pouvoir recharger vos appareils en conséquence selon le volume d'appareils, selon la gourmandise de ces appareils en électricité. Dans mon cas, c'est assez vite vu parce que le seul appareil électronique que je vais emmener avec moi, c'est mon téléphone. Je fais absolument tout avec mon téléphone. C'est un choix que j'ai fait pour éviter justement de me disperser avec plein de petits appareils différents et aussi d'avoir un temps de charge différent selon les appareils. Et puis bon, ça nécessite aussi beaucoup plus d'organisation d'avoir plein d'appareils différents à recharger, à vérifier l'état de la batterie, etc. Donc je vais vraiment vers le minimalisme et je n'utilise que mon téléphone, un peu pour tout faire, il faut dire, sur le chemin. Évidemment, il y a plein d'autres appareils qu'on peut quand même utiliser en randonnée et qui ont une batterie, à savoir par exemple la lampe frontale, le GPS de randonnée, l'appareil photo, la caméra éventuellement, la montre connectée si vous en avez une. Bref, il peut y avoir plein de petites choses quand même qui nécessitent d'être rechargées en chemin. Dans mon cas, mon téléphone me sert vraiment à tout, comme je vous le disais. Il me sert donc de téléphone pour faire des appels, envoyer des messages. Il me sert éventuellement de GPS. Alors il n'est pas tout le temps actionné pour économiser un peu de batterie, mais quand je suis perdue, j'ai les cartes disponibles sur mon téléphone et je peux activer le GPS pour savoir où je suis sur ces cartes, etc. pour me géolocaliser un petit peu et si jamais je suis perdue, revenir sur le bon chemin. Mais il faut savoir quand même que toutes mes randonnées en itinérance à venir cet été sont des chemins balisés, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément besoin d'un GPS en plus vraiment très précis. Ensuite, je l'utilise également comme appareil photo et caméra sur les chemins, puisque comme vous le savez, je partage mes aventures à travers ma chaîne YouTube lorsque je pars en randonnée, et donc je filme et je prends des photos avec ce téléphone également. En ce qui concerne la lampe frontale, par contre, j'utilise pas le téléphone pour ça, j'ai quand même une lampe frontale à part, mais je l'utilise avec des piles, ce qui me permet de ne pas avoir vraiment à gérer son autonomie, dans le sens où je mets des piles neuves à mon départ et une fois que je suis sur le chemin, en général, elles durent toute la durée de ma randonnée. Ça a été mon cas lorsque je suis partie sur mon tout premier chemin de Compostelle pendant 3 mois de marche avec du bivouac et je n'ai jamais eu à remettre des nouvelles piles dans cette lampe au cours de ces 3 mois. En fait, il faut dire que je m'en sers pas non plus énormément, donc voilà, c'est vraiment du au cas où un peu la lampe frontale ou pour des occasions particulières, mais en général quand il fait nuit je dors, je suis posée, j'ai pas vraiment à utiliser la lampe et donc je trouve que c'est plus pratique de partir avec 3 piles comme ça, j'ai pas à m'en occuper lorsque je suis sur le chemin.
Du coup, comme mon téléphone, je m'en sers vraiment à tout faire, je vais avoir quand même une assez grande consommation de sa batterie tout au long du chemin. Et surtout, avec mon utilisation, c'est nécessaire qu'il ait tout le temps de la batterie parce que c'est aussi mon seul outil si jamais je dois faire des appels d'urgence, si jamais il y a quoi que ce soit, je dois appeler quelqu'un ou si jamais je suis perdue, il y a mes cartes qui sont dessus. Donc vraiment, c'est important que j'ai toujours au moins un petit peu de batterie disponible sur le téléphone tout au long de la journée. Et malheureusement, mon téléphone commence à être un petit peu vieux, donc je sais que la batterie n'est plus aussi performante qu'à ses débuts. Et ça va être aussi à prendre en considération. Avec le temps, on sait malheureusement aujourd'hui que les batteries perdent en capacité au fil du temps. Donc évidemment, il va avoir encore plus besoin de consommer en termes d'énergie pour pouvoir être fonctionnel tout au long de mes journées. De par mon expérience passée, donc je compte que j'ai besoin d'une recharge plus ou moins complète, ça dépend des jours. Il y a des jours où je ne suis pas à 0% non plus de mon téléphone, mais quand même je préfère voir large, donc je m'appuie sur une recharge complète de téléphone par jour. Donc ça, c'est la base sur laquelle je m'appuie pour faire tous mes calculs de mon besoin en termes d'électricité sur le chemin. Ensuite, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est vis-à-vis de son autonomie. Quel est mon besoin en termes d'autonomie? Est-ce que j'ai besoin d'être autonome en électricité sur une semaine, plusieurs semaines ou seulement 2, 3, 4 jours? Est-ce que je vais rencontrer des villages ou des villes sur mon chemin ou bien est-ce que je suis sur un itinéraire où je vais absolument rien trouver? Dans mon cas, évidemment, je ne pars pas en totale autonomie sur de très longs parcours. Dans ma dernière vidéo, je vous ai annoncé, donc je pars sur le GR30 qui est le tour des lacs d'Auvergne. Ensuite, je pars aussi sur le tour des monts d'Aubrac, puis je pars sur une longue itinérance qui sera aussi sur des lieux où je vais rencontrer des villages sur mon chemin. Donc à peu près tous les 2, 3, 4 jours maximum, je vais trouver des villages où je pourrai me ravitailler en termes d'électricité. Donc mon but, ce n'est pas d'avoir une très grosse performance en termes d'autonomie. Mon but par contre, c'est quand même d'être autonome en électricité sur plusieurs jours et de pouvoir prolonger au maximum mon autonomie dans l'idéal sur 5 voire plus de jours. J'aimerais bien avoir vraiment une autonomie sur une petite semaine, ça serait vraiment chouette. L'idée de m'offrir cette possibilité d'être autonome le plus possible, même si dans les faits je peux m'arrêter dans des villages, c'est de pouvoir vraiment suivre mes envies sur le chemin au maximum sans être dépendante de l'électricité. Donc j'aimerais bien être le plus autonome possible pour vraiment bivouaquer le plus possible quand j'en ai envie et ne pas avoir à me contraindre et à m'arrêter quand il le faut à cause de l'électricité. En deuxième lieu, je vous présente donc mon assemblage pour répondre à mes besoins. L'assemblage assez classique pour être totalement autonome en électricité, c'est une batterie externe qu'on peut aussi appeler powerbank ou batterie nomade, couplée à un panneau solaire. Donc le mieux, c'est d'avoir ces deux appareils avec soi pour être autonome. Après, on va voir chaque appareil qui va avoir ses spécificités évidemment. D'avoir et un panneau solaire et une batterie externe, les deux ensemble. C'est parce que c'est vraiment mieux de ne pas brancher son téléphone directement sur son panneau solaire. En fait, l'électricité qui est fournie par le panneau solaire, elle est variable vu que c'est selon l'ensoleillement, c'est pas en continu. Et ça peut venir endommager la batterie de votre téléphone si vous le branchez directement dessus. Et puis de toute façon, quand on va être vraiment autonome, c'est bien d'avoir une batterie externe puisque ça vous permet d'avoir une recharge avec vous en permanence, notamment lorsque si jamais il y a plusieurs jours où il ne fait pas beau, vous avez de la pluie ou des gros nuages et vous ne pouvez pas recharger avec votre panneau solaire, au moins vous avez votre recharge sur la batterie externe sur laquelle vous pouvez vous appuyer en attendant que les beaux jours reviennent. Alors que si vous n'avez qu'un panneau solaire et que vous rechargez vos appareils électroniques uniquement sur le panneau solaire, dans ce cas-là, dès qu'il n'y a pas de soleil, vous êtes un peu dans l'embarras si vos batteries sont à vide. Donc la batterie externe vous permet d'avoir toujours une réserve sur vous. Cet assemblage, c'est l'assemblage un peu classique, mais c'est vraiment l'assemblage sur lequel on peut compter le plus lorsqu'on a besoin d'être vraiment en autonomie. Donc dans mon cas, là, je m'apprête pour toutes mes aventures à venir à partir avec une batterie externe 10 000 mAh de la marque Nightcore, couplée à un petit panneau solaire 6 watts de la marque PowerTech. Le tout, donc la batterie externe, le panneau solaire, les câbles, l'adaptateur secteur également pour brancher surprise secteur et mon téléphone, le tout, ça pèse 530 grammes. Sur le papier, cet assemblage me permet d'être totalement autonome en électricité, donc selon les besoins, donc mes besoins que je vous ai cités un peu avant dans cette vidéo. Je tiens donc environ 4 jours en rechargeant uniquement le téléphone sur la batterie externe et en comptant la première charge. Donc lorsque je pars, mon téléphone est chargé à bloc et je peux faire 3 recharges successives, donc tenir 3 jours de plus avec les recharges de la batterie externe. Et je considère qu'en 2, 3, maximum 4 jours de grand soleil, attention de grand soleil et avec une utilisation optimale du panneau solaire, je peux complètement recharger ma batterie externe. Donc techniquement, j'ai le temps de recharger ma batterie externe et de la revider derrière
derrière. Donc techniquement, je suis autonome. Mais évidemment, ça c'est sur le papier. Dans la réalité, c'est pas toujours ça. Et aussi, il ne faut pas oublier que le panneau solaire ne fonctionne pas toujours dans une utilisation optimale, qu'il n'y a pas toujours du grand soleil, qu'on n'a pas toujours des sentiers où on est tout le temps sur des endroits dégagés. Et donc, dans la pratique, s'il n'y a pas de soleil, il faudra bien que je trouve des solutions, que je m'adapte et que je m'arrête plus souvent dans des villages ou des villes pour pouvoir recharger mes appareils électroniques sur prise secteur. L'idée de cet équipement, ce n'est donc pas d'assurer une totale autonomie vraiment complète, mais plutôt, comme je le disais, dans mes besoins, de pouvoir me donner la possibilité d'être le plus autonome possible. Si je souhaitais vraiment être totalement autonome sur mon chemin, il faudrait que je m'équipe d'un panneau solaire clairement plus grand, voire d'une batterie externe également un peu plus conséquente en termes de capacité. Mais donc, comme je disais, l'idée c'est plutôt de prolonger mon autonomie sur la durée, que je puisse éventuellement être plus longtemps autonome plutôt que 3-4 jours autonome en électricité, pouvoir quand même avoir 5, 6, peut-être 7 jours, j'espère, on va voir sur le terrain si ça marche ou pas cette année. Ça dépendra évidemment beaucoup quand même de la météo. Parce que, bon, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais pour moi, le fait de partir randonner en bivouac, c'est vraiment pour pouvoir être en totale liberté, de faire comme j'en ai envie, quand j'en ai envie, à mon rythme, au rythme de mon corps, de mes envies, de ce qui se présente à moi sur le chemin, évidemment en fonction aussi des éléments. Mais voilà, de pouvoir m'accorder cette pause et cette liberté totale. Du coup, eh bien, j'aime pas être contrainte par un élément technique, un élément matériel, et c'est pour ça notamment que j'ai décidé d'avoir cette petite autonomie-là grâce aux panneaux solaires et à la batterie externe pour avoir cette flexibilité sur le chemin. Troisième point, on va faire un petit rappel pour essayer de guider nos choix, des rappels en termes de base électrique. On va parler des milliampères-heure. La plupart des batteries affichent une valeur qui va être notée en milliampères-heure, donc mAh, ça s'écrit. C'est une unité qui permet de mesurer la capacité de stockage de votre batterie externe. Plus ce nombre de milliampères-heure est élevé, et plus la capacité de stockage de votre batterie est elle-même élevée. Donc une batterie affichée à 20 000 mAh va avoir une capacité plus élevée et va pouvoir recharger plus de fois vos appareils électroniques qu'une batterie externe qui est affichée 10 000 mAh. Par contre, là où ça se complexifie un petit peu, c'est que la capacité qui est affichée, celle qui est annoncée par les fabricants, n'est pas la capacité réelle de votre batterie externe. Bon, je vous épargne un peu les détails, mais c'est en gros une histoire de différence de tension. Entre la tension nominale de votre batterie et la tension de sortie de votre batterie, il y a une différence. Et aussi une histoire de déperdition d'énergie dans tout ça, dans le processus. Mais oublions tout ça, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la capacité réelle de votre batterie est inférieure à celle qui est annoncée par les fabricants. Dans le cas de ma batterie Nightcore 10 000 mAh par exemple, elle est annoncée donc 10 000 mAh, c'est sa capacité qui devrait être effective, mais non, sa capacité réelle n'est pas de 10 000 mAh, mais de 6 400 mAh. Alors je me suis équipée avec une batterie Nightcore qui est une marque assez transparente là-dessus parce qu'elle indique dans ses propriétés, dans ses caractéristiques, que la capacité réelle est bien de 6400 mAh. C'est écrit même sur la batterie, donc ils sont assez transparents là-dessus et je serais absolument incapable personnellement de faire le calcul de comment est-ce qu'on arrive des 10 000 mAh à 6400 mAh. Donc je suis très contente que la marque, donc le fabricant Nightcore, donne cette capacité réelle sous le terme donc de rated capacity. C'est le terme anglais pour dire capacité réelle. Donc cette capacité en milliampères-heure, elle va nous aider pour faire un calcul, pour pouvoir connaître quelle est la capacité de batterie externe dont moi je vais avoir besoin avec mon téléphone. Donc je me suis dans un premier temps renseignée sur la capacité de ma batterie de mon téléphone. J'ai un iPhone SE deuxième génération et donc je me suis renseignée en faisant une recherche rapide sur le site du fabricant. Voilà, où il suffit de faire une petite recherche et vous trouverez cette info assez facilement. Et donc la capacité de mon téléphone, de ma batterie de téléphone est de 1820 mAh. Le calcul à faire pour savoir combien ma batterie externe peut recharger de fois, combien de cycles elle peut recharger mon téléphone, c'est tout simplement non pas les 10 000 mAh, attention, puisque ça n'est pas sa capacité réelle, mais bien les 6400 mAh de capacité de ma batterie externe que je vais tout simplement diviser par les 1820 mAh de la capacité de la batterie de mon téléphone. Mon téléphone peut être rechargé 3,5 fois par cette batterie externe. Bon, ça c'est sur le papier et aussi quand les batteries sont neuves. Donc je vais plutôt compter 3 recharges pour être large et pour être sûr que les calculs sont bons et qu'on ne se fasse pas avoir une fois qu'on est sur le chemin. Attention évidemment, si vous avez plusieurs appareils à recharger, le calcul va malheureusement être un petit peu plus compliqué puisqu'il va dépendre du nombre de fois où vous avez besoin de recharger vos appareils et surtout que vos appareils vont peut-être pas avoir besoin d'être rechargés à la même régularité. Donc il va falloir
voilà, faire le calcul, s'il y a un appareil que vous rechargez une seule fois par semaine, s'il y en a certains que vous rechargez tous les jours, voilà, faut diviser. Donc voilà, il va falloir adapter évidemment votre calcul en fonction des différents appareils que vous utilisez en randonnée. Ensuite, maintenant, on va parler à la puissance qui s'exprime en watts. La puissance va déterminer la rapidité à laquelle vos appareils vont se recharger. Je ne vais pas forcément aller dans les détails, mais la puissance d'un appareil donc, qui s'exprime en watts va être dépendante de l'intensité qui s'exprime en ampères et de la tension qui s'exprime en volts. Mais on y reviendra un petit peu plus tard à ça dans cette vidéo. Pour l'instant, ce que je voulais dire, c'est que dans notre quotidien, c'est pas forcément très utile de savoir quelle est la puissance de nos appareils. En tout cas, tant qu'on n'a pas besoin de faire des calculs et tant que ça fonctionne, tout va bien. Mais en randonnée, ça peut être intéressant d'augmenter la puissance de charge de vos appareils pour que ça puisse recharger donc plus vite et pour que vous ayez moins de temps à attendre que vos appareils se rechargent lorsque vous êtes dans un village et que vous attendez par exemple dans un café que vous rechargiez vos appareils électroniques. Bon, évidemment, si vous allez dans les gîtes assez régulièrement et que vous pouvez recharger vos appareils électroniques dans les gîtes pendant toute la nuit, du coup c'est un peu moins grave si ça se recharge moins rapidement puisque vous avez toute la nuit pour recharger vos appareils. Par contre, si vous êtes vraiment en autonomie en bivouac tous les soirs et que vous avez besoin de temps en temps de recharger votre batterie externe et votre téléphone dans des cafés, dans des bars ou des lieux que vous croisez sur votre chemin, ça peut être intéressant donc d'avoir des appareils avec une plus forte puissance pour recharger plus rapidement. Donc ce qui va être important de dissocier, c'est la puissance à l'entrée et à la sortie qui peut être différente selon vos appareils. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance à l'entrée de votre appareil, c'est la puissance lorsque vous la branchez par exemple sur une prise secteur. Et donc c'est la puissance qui va aller de la prise secteur jusque dans votre appareil pour la recharger, donc qui va être en entrée de votre appareil, que ce soit donc sur le téléphone ou votre batterie externe. Quand vous le branchez, hop, c'est la puissance qui va rentrer dans votre téléphone. Et donc l'entrée c'est input en anglais, puisque des fois sur les appareils c'est écrit en anglais, je vous le précise. Et la puissance donc de sortie, donc output, c'est la puissance qui va elle sortir de votre appareil pour recharger votre téléphone par exemple ou tout autre appareil électronique. Donc c'est la puissance qui va sortir de votre batterie externe pour aller dans votre appareil électronique quand vous le rechargez. Ça peut aussi être donc la puissance qui sort de votre panneau solaire pour aller dans votre batterie externe. Bon, j'espère que ça va, je ne me rends pas compte si c'est assez clair ce que je vous dis, mais je vais m'arrêter là pour ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la puissance de votre appareillage est élevée en entrée ou en sortie, plus vous allez pouvoir les recharger rapidement. En gros, voilà, j'espère que c'est assez clair sur ça. On va passer au quatrième point qui est mon choix de matériel. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux outils-là particulièrement? Donc je vais vous présenter d'abord ma batterie externe qui est une batterie donc de la marque Nitecore de 10 000 mAh. Donc dans les gros avantages et pourquoi j'ai porté mon choix notamment sur elle, c'est qu'elle est ultra légère. Elle fait seulement 150 grammes. Elle est vraiment beaucoup plus légère comparée à l'ancienne batterie que j'avais pour une capacité équivalente. Elle est aussi super compacte, elle fait vraiment la taille seulement d'un smartphone, donc elle se glisse un peu partout et ça prend pas beaucoup de place dans le sac à dos. L'autre chose, c'est qu'elle est étanche, donc il n'y a pas vraiment à craindre quand on l'utilise, si jamais il pleut un petit peu, si jamais voilà, on est en condition de neige aussi, ça c'est super pratique lorsqu'on est en randonnée parce que des fois on est vraiment dans les éléments et qu'on ne maîtrise pas forcément où on est quand on a besoin de l'utiliser. Alors moi je l'utilise donc que pour mon téléphone, mais elle est compatible avec plein d'appareils électroniques dont on peut avoir utilité en randonnée. Elle permet une charge rapide, donc on reviendra un petit peu plus sur ce détail là de la charge rapide jusqu'à 18 watts. Donc sa puissance est de 18 watts en entrée comme en sortie. Donc pour se faire recharger lorsqu'on la branche sur secteur, mais aussi pour recharger des appareils lorsqu'on les connecte à la batterie externe pour les recharger. Et elle est fournie donc avec un petit câble USB-C à USB-A qui, j'ose espérer, est lui aussi donc capable de faire de la charge rapide en 18 watts. Ça serait quand même assez logique vu qu'elle est fournie avec ce câble. Elle a donc deux sorties, une sortie USB-C et une sortie USB-A. Lorsque vous voulez la recharger sur secteur, ça va être la sortie USB-C qui va être utilisée pour pouvoir la brancher donc sur une prise de courant. Et lorsque vous voulez mettre un appareil électronique à recharger sur la batterie externe, vous pouvez utiliser soit le USB-A, soit le USB-C en fonction de vos appareils selon ce que vous avez. Elle est aussi munie d'un voyant lumineux à LED qui vous permet d'indiquer donc le niveau de charge de batterie restante. C'est idéal pour savoir où on en est dans son autonomie, c'est un petit plus mais c'est bien pratique. Et ce que j'aime aussi dans cette marque donc Nitecore, c'est qu'ils sont assez transparents sur la capacité réelle de la batterie et ils sont assez performants parce qu'en fait, il y a plein de choses qui existent sur le marché en termes de batterie externe, il y a plein de gadgets. Je n'ai pas fait personnellement de test, mais je sais que c'est vraiment sur conseil et sur recommandation que je suis allée vers cette batterie-là. Et pour l'instant, ça fait plus de 9 mois maintenant que je l'ai. J'en suis pas déçue sur sa capacité. Il n'y a pas vraiment de grosse différence entre ce qui est annoncé, les calculs qu'on peut faire et ce que moi j'observe lorsque je l'utilise en randonnée.
Donc dans l'ensemble, j'en suis vraiment très satisfaite, j'ai rien à redire sur cette batterie. Bon, évidemment, il y a quand même quelques désavantages, c'est un certain coût, c'est une batterie qui est chère à l'achat. Personnellement, j'ai préféré miser sur un peu de qualité et sur les recommandations qu'on m'a fait plutôt que d'aller sur voilà, des petits gadgets qui vont peut-être moins durer dans le temps ou être un peu moins performants. Et elle a uniquement 2 ports de sortie. C'est vrai qu'il peut y avoir des batteries qui ont plus de ports de sortie, donc ça peut être plus pratique. Personnellement, ça me suffit amplement pour mon utilisation, mais ça peut être un désavantage si vous utilisez certains types d'appareils qui ont d'autres connectiques ou si vous avez besoin de recharger plusieurs appareils en même temps. Et l'autre chose que je n'ai pas précisé qui peut être un avantage, moi j'en ai personnellement pas utilité dans ma configuration puisque je n'utilise que mon téléphone qui est donc un appareil qui est sur du 5 volts en termes de tension. La batterie externe Nightcore peut délivrer en sortie d'une 5 volts, du 9 volts et du 12 volts également. Donc si vous utilisez des appareils en randonnée qui ont une tension supérieure à 5 volts, vous pouvez aussi les recharger sur cette batterie externe. Donc ça peut être un plus. Et ça c'est sur l'USB-C mais aussi sur l'USB-A. C'est bon à savoir, vous avez les 3 tensions possibles. On passe ensuite donc au panneau solaire. Donc j'utilise un panneau solaire 6 watts de la marque PowerTech. Donc le fonctionnement d'un panneau solaire c'est assez simple. On l'expose à la lumière du soleil et il produit, grâce à l'énergie solaire, une petite quantité de courant sous la tension 5 volts. Dans le cas de mon panneau que je vous présente actuellement, c'est une tension 5 volts. Le panneau en tant que tel, il ne fait que convertir l'énergie solaire en courant électrique. Donc en fait, ce n'est pas un chargeur, un accumulateur d'énergie en tant que tel. Il fait juste la conversion. Donc au bout de ce panneau solaire, il faut brancher quelque chose. Il faut brancher soit son téléphone, soit un autre appareil, soit une batterie externe. Comme je l'ai déjà dit un peu dans le début de cette vidéo, il me semble, c'est quand même vraiment mieux de coupler votre panneau solaire à une batterie externe pour accumuler l'énergie, puisque la charge électrique qui va être produite par le panneau solaire, elle dépend du soleil, et vu que l'ensoleillement peut varier, la charge ne va pas être continue, la charge électrique, donc ça peut venir endommager la batterie de votre appareil que vous allez brancher directement, parce qu'il va y avoir des variations dans le courant qui est créé par le panneau solaire. Pour capter les rayons de soleil de manière optimale, il y a 2-3 petites astuces. Le mieux donc est d'optimiser au maximum l'exposition du panneau solaire au fil de la journée pour pouvoir emmagasiner le plus d'énergie possible. Surtout que moi, comme j'utilise un petit panneau solaire relativement petit et peu puissant, il faut vraiment que j'optimise au maximum mon exposition du panneau solaire dès qu'il y a du soleil. Donc le mieux c'est de vraiment pas le mettre à plat, mais de l'incliner face au soleil, vraiment directement sur les rayons du soleil. Donc sur le sac à dos, c'est pas de le mettre sur le haut du sac à dos, le mieux ça va être de le mettre vraiment un peu incliné sur le sac à dos comme on peut. Et lorsqu'on est à l'arrêt, moi ce que je conseille c'est de retirer le panneau du sac à dos et de l'incliner vraiment bien. Et le mieux c'est donc d'avoir un angle le plus proche des 90 degrés entre le panneau et les rayons du soleil. En toute honnêteté, je trouve qu'en marche c'est quand même assez difficile d'emmagasiner de l'énergie au maximum parce que les conditions ne sont pas les plus optimales. Des fois on passe dans des sous-bois, l'inclinaison n'est pas toujours la bonne, le soleil peut être tout simplement dans une orientation différente de la direction dans laquelle on marche. Et du coup, quand il y a un grand soleil, je vais plutôt profiter des pauses que je vais faire le midi ou le soir lorsque je me pose sur le bivouac pour positionner mon panneau solaire au mieux pour pouvoir recharger ma batterie externe. Et enfin, la bonne pratique aussi à savoir, c'est de mettre à l'ombre votre batterie externe pour pas qu'elle chauffe lorsque vous exposez votre panneau solaire au soleil. Donc quand je suis en randonnée, ma batterie externe je la connecte donc au panneau solaire et ensuite je la glisse à l'intérieur du sac à dos par un zip pour qu'elle soit un peu protégée du soleil, pour pas qu'elle chauffe trop. Voilà pour mon utilisation du panneau solaire. Pour les avantages de ce panneau solaire et pourquoi j'ai choisi ce panneau là, c'est qu'il est vraiment pareil, ultra léger, il fait seulement 130 grammes. Donc c'est vraiment très très léger. Il est relativement compact puisqu'il fait à peu près 30 cm sur 15 cm. Donc c'est vraiment voilà, pas très grand et c'est surtout très fin. Il est vraiment très très fin. Il est également résistant à l'eau, donc c'est pas très grave pareil s'il y a une petite pluie fine et qu'on est en train de l'utiliser ou s'il est sur le sac à dos et qu'il commence à pleuvoir, c'est pas dramatique. Et puis le site stipule qu'il est incassable et aussi flexible et je pense qu'il est vraiment quand même assez robuste, assez résistant aux chocs et éventuelles branches qui peut se prendre ou voilà, quand on est en randonnée il peut y avoir toujours des aléas. Donc c'est vrai que ça c'est un gros plus aussi de pouvoir vraiment l'emmener en conditions réelles sur le sentier, sur les chemins de randonnée. C'est pas un panneau solaire qui craint trop. Et puis il est assez facile à accrocher, à utiliser. Il a 4 œillets sur lesquels on peut donc utiliser des petits mousquetons pour le mettre sur le sac à dos, pour le positionner voilà, sur les sangles ou les élastiques du sac à dos en fonction de ce qu'il y a sur votre sac. Et enfin dans les avantages que je trouve intéressants, je ne sais pas si tous les panneaux solaires sont comme ça, mais moi les rares panneaux solaires que j'avais utilisés avant étaient plutôt des gadgets, je dois le dire. En fait j'avais été très très déçue par rapport à celui-là qui je trouve est
performant et surtout on sent que c'est de la qualité, on sent que c'est voilà, efficace. Il a donc aussi un petit indicateur LED, une petite LED qui va vous dire en fait quelle est la charge du panneau solaire. Donc quand vous l'exposez au soleil, il va s'allumer soit vert ou soit entre deux, violet ou bleu. S'il est bleu, c'est qu'il va capter 50%, donc 50% de sa charge possible, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, s'il est violet, c'est 75%, et puis s'il est vert, c'est 100% de sa capacité totale, donc il va capter le maximum de rayons de soleil qu'il peut en fonction voilà, de ses capacités. Du coup, ce petit indicateur LED, je le trouve vraiment utile pour optimiser l'orientation du panneau solaire, donc en fonction du soleil, et pour voilà, savoir combien il charge et si on est au mieux de ce qu'il peut faire. Ensuite, on va voir les petits désavantages, parce qu'il y en a quand même évidemment dans ce panneau solaire. Premier désavantage, il va charger uniquement des appareils 5 volts. Donc si vous avez des appareils par exemple 12 volts, il va falloir opter pour un panneau solaire plus conséquent. Ensuite, il a une seule sortie, donc évidemment on peut recharger un seul appareil à la fois, et donc il peut recharger des appareils grâce à une connectique uniquement en USB type A. Et donc dans le cas où vous n'utilisez que des câbles USB-C à USB-C par exemple pour recharger sur secteur, ça veut dire qu'il va falloir s'encombrer d'un câble en plus qui va de USB-A à USB-C. Donc voilà, ça peut être un inconvénient si vous n'utilisez que des câbles USB-C, ça va rajouter un câble en plus et donc un peu de poids dans le sac à dos. Mais voilà, sachez qu'en fait je vous donne ces désavantages pour savoir vous situer si vous avez des besoins plus conséquents et donc vous orienter sur un choix de panneau solaire qui va être plus grand, plus conséquent, mais plus adapté à vos besoins. Personnellement, j'ai fait ce choix d'aller sur le plus petit, le minimalisme du minimalisme, parce que, vous le savez, je pars sur les chemins, j'utilise beaucoup mon téléphone, puisque je filme également mes aventures quand je suis en randonnée. Mais j'ai fait le choix de ne pas non plus être dans la totale autonomie et de au contraire me limiter un peu, me contraindre un peu. En fait, ça m'offre la possibilité d'être en autonomie quand j'en ai envie, mais ça me contraint aussi un peu de ne pas être tout le temps le nez collé sur mon téléphone, parce que forcément, lorsque je pars sur les chemins, c'est aussi pour me déconnecter. Donc le fait que je doive un peu économiser ma batterie, parce que si je suis toute la journée sur le téléphone en train d'utiliser Internet ou d'envoyer des messages et de faire des appels, la batterie de mon téléphone diminuera hyper vite et donc je ne serai pas autonome comme je vous le disais donc dans cette vidéo, en tout cas pas à la hauteur de ce que je vous disais dans cette vidéo, puisque ça voudrait dire qu'il faudrait que je recharge beaucoup plus mon téléphone, plus souvent en tout cas. L'idée donc de ne pas avoir une autonomie non plus trop conséquente, c'est de aussi me lâcher un peu la grappe et me tenir un peu à l'écart de mon téléphone pour pouvoir vraiment voilà, apprécier pleinement cette belle nature qui nous entoure et d'être là dans le moment que je vis sur le chemin. Alors dans le choix de mon matériel, on en arrive aussi à tout ce qui va être câble et puis avec la prise, l'adaptateur secteur, la charge murale là qu'on vient mettre donc dans une prise sur secteur à 220 volts pour pouvoir recharger ces appareils. Pourquoi c'est important? En fait, c'est parce que eux aussi ils ont un rôle dans la puissance de charge de vos appareils lorsque vous les chargez sur secteur. La vitesse de recharge de la batterie externe ou du téléphone ou de tout autre appareil que vous utilisez va dépendre du type de câble, mais aussi et surtout du chargeur mural que vous mettez dans la prise courant, donc dans la prise secteur. En gros, le rôle de votre prise, de votre chargeur secteur, lorsque vous le branchez, c'est de convertir la tension qui est à 220 volts lorsqu'elle sort de votre maison à du 5 volts pour vos appareils tels que votre téléphone ou votre batterie externe par exemple. Bon, la mienne en l'occurrence peut aussi également être chargée sur du 9 ou 12 volts, on l'a vu et justement je vais y revenir un petit peu. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est que vous compreniez bien qu'il y a du 220 volts qui sort de votre prise secteur et que vous avez besoin d'un adaptateur pour convertir ce 220 volts en une autre tension pour ne pas faire mourir vos appareils électriques. Pour vous donner un exemple concret, moi j'utilise jusqu'ici ce chargeur mural, cet adaptateur secteur donc que je viens brancher directement dans ma prise secteur et qui ressort avec deux connectiques USB-A. Et donc pour connaître les caractéristiques de ce petit adaptateur secteur, il va y avoir écrit là en tout petit plein de petites choses très intéressantes, notamment le fait que la sortie, donc output, est en 5 volts. C'est donc qu'il convertit le courant 220 en 5 volts pour les appareils 5 volts. Mais ça veut aussi dire du coup qu'il limite à 5 volts, ce qui est très bien pour mon téléphone, mais ce qui est un peu dommage puisque ça veut dire que ma batterie externe qui peut aller sur du 12 ou du 9 volts, eh ben, elle est limitée dans sa recharge, dans sa puissance. Puisque si on fait le calcul, donc la sortie est en 5 volts et c'est précisé également l'ampérage, donc 2,1 ampérage. Donc c'est là qu'on va introduire une petite équation, je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo. La puissance donc en watts est toujours dépendante de l'intensité en ampères et de la tension en volts. Donc l'équation elle est super simple, la puissance en watts elle est égale à l'intensité en ampères fois la tension
en volts. On n'ira pas plus loin en termes de calcul dans cette vidéo, de toute façon c'est pas du tout mon domaine, mais cette équation, pourquoi elle est intéressante? Parce que du coup, on en revient à mon exemple concret, cette prise murale donc en sortie, elle fait du 5 volts fois 2,1 ampères. Donc on est à 10,5 watts. C'est la puissance maximum à laquelle cette prise, ce chargeur, peut délivrer du courant dans les appareils qui vont être branchés dessus. Donc mon téléphone, quand je le branche, il ne peut recharger qu'à 10,5 watts maximum. Or, en me renseignant, je suis allée voir sur le site du fabricant donc de mon téléphone, donc je le répète, c'est un iPhone SE deuxième génération, donc je suis allée me renseigner sur le site pour savoir quelle était la puissance maximale de recharge qu'il peut supporter ce téléphone. Et donc sur le site il est stipulé que cet iPhone en l'occurrence peut recevoir une charge de 20 watts. Donc je pourrais très bien utiliser un adaptateur qui est plus performant, qui va délivrer plus de puissance à mon téléphone pour le recharger plus rapidement, donc ça sera plus efficace. Et ça c'est exactement pareil avec ma batterie externe. Elle en entrée, elle peut recevoir du 5 volts ou du 9 volts. Donc elle peut recevoir du 9 volts à 2 ampères. Donc en faisant la petite équation toute simple, 9 fois 2, 18 watts, donc si je la branche avec ceci, elle ne reçoit que 10,5 watts. C'est un peu dommage puisque je pourrais la recharger beaucoup plus rapidement si j'avais le bon chargeur et le bon câble également. En fait, en gros, ça, c'est un vieux chargeur qui utilise les normes d'avant, qui sont encore actuelles bien sûr, qu'on peut encore utiliser et qui fonctionnent très bien. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, bon, depuis quelques années déjà, hein, je suis un petit peu à la ramasse sur ça, mais il y a des nouveaux protocoles qui permettent de recharger plus vite. Les deux exemples de protocoles, de technologies les plus courantes qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui, c'est le Quick Charge et aussi le Power Delivery. Bon, il en existe d'autres, hein, évidemment, donc je vous les donne ces deux exemples parce que c'est les plus grands. Et donc, ce sont des technologies qui vont permettre de recharger des appareils à un niveau de puissance plus élevé que les normes USB de base qui étaient donc limitées à 5 volts et 2 ampères. Et donc, grâce à ces Quick Charge et Power Delivery, aujourd'hui on peut aller à des puissances de plus de 10 watts pour recharger ces appareils. Pour être sûr donc d'utiliser un chargeur, donc une prise murale et des câbles qui sont vraiment compatibles avec ces technologies donc de charge rapide, il faut bien regarder sur les sites des fabricants avant de vous les procurer parce que bon, malheureusement des fois il y a un peu tout et rien sur internet, et donc vérifiez bien auprès des fabricants qu'il y a une compatibilité parce que sinon tous vos efforts de recherche et de compréhension de tout ça, de la puissance de vos câbles et de votre prise secteur par rapport à vos appareils que vous utilisez n'aura servi à rien puisqu'ils ne seraient pas compatibles et donc ils ne pourront pas délivrer la charge rapide comme prévu. De même, vérifiez aussi évidemment la compatibilité de vos appareils électroniques sur le site des fabricants de chacun de vos appareils pour être sûr que ça peut bien fonctionner avec cette technologie de charge rapide. Voilà, donc ça sera tout pour moi sur ce sujet, ce vaste sujet qui est l'autonomie en électricité lorsqu'on est en randonnée en itinérance. J'espère que cette vidéo aura été assez claire. Je sais qu'elle est peut-être un petit peu longue et un petit peu fastidieuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions et vous aura aidé pour faire vos choix en termes de matériel pour être autonome en électricité sur les chemins. Si vous avez apprécié cette vidéo ou si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air sous la vidéo. Ça encourage toujours énormément mon travail. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur la suite de ma préparation pour les randonnées en itinérance. Ciao!